L'origine des Sérères révèle qu'ils proviendraient de la vallée du Nil. Selon Cheikh Anta Diop, le mot Sérer vient de l'égyptien ancien, qui signifie celui qui détermine les contours des temps. Pour d'autres chercheurs, Sérer viendrait plutôt du mot Saré, qui signifie le fils du démiurge, c'est-à-dire le dieu Ré dans l'Égypte et la Nubie antique. La religion sérère tourne autour d'une divinité, appelée Rog. Rog est l'ancêtre primordial. Il possède une entité féminine et une entité masculine. Il est le créateur de l'univers et de ce qu'il contient. Au commencement, Rog créa un œuf cosmique et y mit toute sa pensée. Puis, il fit naître de l'œuf les éléments primordiaux, que sont l'air, l'eau, le ciel et la terre. Toutes ces caractéristiques sont semblables à ceux des Égyptiens anciens. L'étape suivante de la création fut les êtres vivants, engendrés par l'entité féminine de Rog. Et c'est de là que proviendrait le matriarcat de la société sérère. On ignore quand et comment les Sérères ont quitté l'Égypte, mais avec l'aide de certaines traditions orales, on sait qu'ils sont arrivés dans le Ghana à l'époque du Mat Kaya, autrement dit Kayamagan Sissé, fondateur de la dynastie des Sissé Tunkara, vers le IIIe siècle après Jésus-Christ. D'après Cheikh Anta Diop, la migration du Nil au Soudan occidental se serait faite dans un axe est-ouest. D'autres auteurs soutiennent l'idée selon laquelle les Sérères auraient traversé le désert à une époque où le Sahara était moins aride. Vers le IXe siècle, ils seront aperçus dans le Tekrour et certains d'entre eux vont même s'installer dans le Sangana, un royaume vassal de l'Empire du Ghana. En 1030, le roi révolutionnaire Wardjabi, issu d'un père mandem et soninké et d'une mère tout couleur, soutenu par ses alliés almoravides du nord, en particulier Abdullah ibn Yassin, renversa les Djaogo au Tekrour et prend le pouvoir. Certains griots retiennent que ce Wardjabi est le grand-père ou l'arrière-grand-père de Ndiaye Ndiaye. De ce fait, il est souvent appelé Waridjabi Ndiaye. En 1035, il introduisit dans le Tekrour la conversion de force à l'islam et la charia, laquelle sera sévèrement appliquée par son fils Leb et ses alliés almoravides après sa mort. C'est les Toucouleurs qui furent les premiers à se convertir à l'islam et se joignirent plus tard au mouvement almoravide contre le Ghana. Les Sérères, quant à eux, résistaient à la conversion et s'engageaient sur le champ de bataille pour défendre non seulement la religion sérère, mais aussi leur propre pouvoir et leur richesse, en particulier la classe lamanique sérère, dont la richesse et la puissance dépendent de leur terre. C'est à Sili, en 1035, qu'eut lieu le premier affrontement entre les hommes de Wardjabi et les Sérères qui d'ailleurs vainquirent les Allemands. Quoique victorieux dans la bataille précédente contre l'armée de la coalition, ils ne peuvent conserver ce statut de vainqueur face à la progression des forces de la coalition musulmane. Ils furent finalement défaits et prirent le chemin de l'exil. Mais une minorité va rester dans le Tekrour, dans le Sangana, dans le Sili et même dans le Walo, où vers le XIIe siècle, il y aura l'instauration d'un système de lamana. Après 2 siècles de migration, les exilés finirent par se rendre dans l'actuel centre-ouest de la Sénégambie, rejoignant ainsi leurs lointains parents sérères, eux aussi installés dans cette zone quelques siècles auparavant. Après leur installation, ils mirent aussitôt en place leurs règles de gestion territoriale. Ils divisent la région en lamana, dirigés par des lamans qui eux-mêmes contrôlaient plusieurs chefs locaux. Ils y vivent en paix et pratiquaient non seulement leur religion traditionnelle, mais aussi l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ces lointains parents, installés dans la zone des siècles auparavant, auraient probablement quitté le Ghana avant le phénomène almoravide et se seraient rendus sur la vallée du fleuve.
C'est certainement de là que viendrait l'histoire métaphorique des deux sœurs Jambon et Agen, séparées par la fracture de leurs embarcations sur le fleuve Gambie. L'une Jambon, Sérère, ayant accosté sur la rive nord avec une moitié de pirogue, l'autre Agen, Jola, sur la rive sud avec l'autre moitié de pirogue. Au XIIIe siècle, l'empire du Mandé naquit après que Mari Diatta, plus connu sous le nom de Soundiata Keita, ait battu Soumaoro Kanté à Kéline en 1235. Au cours des années qui allaient suivre, l'empire allait connaître une expansion rapide. Cette expansion, attestée par Al-Omari et Ibn Khaldoun, allait s'opérer jusqu'à la fin du XIIIe siècle, période au cours de laquelle l'empire du Mali va dominer à l'ouest toutes les régions de l'actuel Sénégal. Et c'est le général Tiramakan Traoré qui s'en est chargé. Les Mandingues s'installèrent majoritairement dans la vallée fertile du fleuve Gambie et y fondèrent plusieurs villes. Ces établissements allaient constituer le noyau de la domination malinké. C'est dans ce cadre que le royaume de Gabou ou Ngabou fut créé, et c'est la dynastie matrilinéaire des Nyancho qui y régnait. Plus tard, à l'intérieur de cette dynastie, allait naître celle des Guelwaars, qui décidèrent de faire sécession. Et c'est des rivalités entre les Guelwaars et les Nyancho qui auraient conduit à la bataille de Tourban. Tourban signifiant en langue mandingue moyen pour éliminer une dynastie ou une famille. Les rescapés Guelwaars fuirent vers le nord et trouvèrent refuge en pays sérère, où le grand conseil des Lamans leur accorda l'asile. Mais avant que les Guelwaars n'arrivent, les villages sérères étaient administrés par des Lamans, c'est-à-dire les héritiers des chefs de famille ayant procédé à la première mise à feu de forêt. L'étendue de l'incendie déterminait la limite de la surface qu'on devait posséder. Il existait un rapport sacré et une alliance entre le propriétaire de ce terroir et les esprits de lieu. Cette alliance comportait des exigences que seuls les héritiers de Laman pouvaient assurer. Ainsi, le Laman était le premier à semer et à procéder aux libations rituelles. Donc, le Laman avait un pouvoir économique en tant que propriétaire terrien, un pouvoir politique que lui conférait la tenue des terres que ses ancêtres ont occupées et défrichées les premiers, et un pouvoir mystique grâce à l'alliance conclue par ses ancêtres avec les esprits invisibles de son domaine. Dans ces sociétés sérères pré-guelwaars, chaque famille subvenait à ses propres besoins par le travail de ses membres. Les fonctions artisanales étaient assurées par les familles elles-mêmes. Cette forme d'organisation sociale ne nécessitait pas un recours à une main-d'œuvre servile ou à une division du travail qui engendrait les castes. C'était donc une société égalitaire. Mais quoi qu'il en soit, les Lamans devaient sentir la nécessité de contrecarrer la domination Wolof et Malinké du Gabou. Ces derniers continuaient leur expansion, devenue de plus en plus menaçante. Il fallait donc s'organiser ou subir la domination. C'est dans cette période critique que les Guelwaars sont arrivés en pays sérère. D'après les traditions orales, une fois arrivés, ces Mandingues ont cohabité avec les Sérères pendant 5 ans environ, avant de prendre le pouvoir et de créer le royaume de Sine vers 1350. La création de ce royaume tourne autour d'un homme appelé Maïssa Wali Diakhaté Mané, qui deviendra le premier pour Sine, autrement dit le Mat Assinique Maïssa Wali John, et fera de Mbissel sa capitale. Il appela ce royaume Sine à l'honneur de la présence Sine Oméo. C'est avec lui que va naître la dynastie des Guelwaars, issue des princesses Guelwaars et des nobles sérères. Chaque année, au moment des récoltes, le Mat Assinique organisait des combats de lutte. Mais au cours d'une saison, un lutteur s'est fait remarquer, terrassant quiconque osant le défier. Il était grand, avec des muscles bien découpés et surtout très beau. La princesse Sine Oméo demanda à l'épouser immédiatement. Après plusieurs jours de réflexion, le Poursine finit par accepter et Sine épousa ce champion qui répond au nom de Boucar Biram Wagan Faye. Leur union va donner naissance à Wagan Massa Faye, qui deviendra Poursine après la disparition de Maïssa Wali John. Une fois sur le trône, Wagan quitte Missel et installa sa capitale à Nyongolor, qui devint ainsi la nouvelle capitale du Sine. Wagan aura plusieurs enfants, lesquels seront Yakis Wagan,
Dugu Wagan, Hanjal Wagan, Jokel Wagan et Koli Wagan Faye. Mbégan Ndour était le fils de Mari Ndour, un chasseur guérisseur, et une princesse guelwaar qui s'appelait Kenambri. Devenu grand, Mbégan prétendit à la couronne du Sine et devint roi. Pour agrandir son royaume, Mbégan attaqua le Kayor et après sa victoire, fonda le village de Mékhé, qui signifie en sérère me voici, et fora un puits à Ndande. À cause de l'origine badola de son père, Mbégan ne régna pas longtemps sur le Sine. Des rivalités le poussèrent à abandonner le trône et à s'exiler dans le Mbaye. À Kaon, capitale du Mbaye, régnait un chef de couleur musulman, Ali Elibana Sall, originaire de Guédé. Ce dernier opprimait une communauté sérère qui se faisait appeler Diami Kaon. Ce terme sérère signifie « laisse-nous prier notre arbre idole », l'arbre de roc. Une fois à Mbaye, Mbégan passa par Maran, Djokul, Kaolack et s'arrêta à Tchofak. Mais la présence de ce guelwaar dérangeait le roi tout couleur Elibana, qui décida d'arrêter la progression de Mbégan. De ce fait, une guerre éclata entre les hommes du guelwaar et les hommes du roi tout couleur. Ils rivalisaient de ruse, d'endurance et de courage, mais le combat était sans issue. Mbégan attaquait sans cesse, mais la résistance tout couleur était vive. Finalement, la bataille n'aura pas de vainqueur et Mbégan retourna à Tchofak. Soudain, un miracle les départagea. Eli fut tué par une morsure de serpent à la sortie de la mosquée. Et Mbégan en profita pour disperser ses hommes et s'installer à Kaon. 2 jours plus tard, Diatara Tambédou succéda à Eli. Malgré l'appui des Toucouleurs, il n'opposa qu'une faible résistance. Mbégan lui livra bataille entre Daga, Minyan et Nguer. Et Diatara trouva la mort sur le dernier combat. Les Toucouleurs se retirèrent à Kandjane, mais ils y furent chassés par Mbégan, qui les poursuivit jusqu'à Djamatoucouleur. Le reste de l'armée en déroute se rendit à Kabada. Mbégan leur gracia et leur permit de rester sur le royaume. Ainsi, Mbégan Mari Ndour devint roi, conserva le pays conquis, l'agrandit et le réorganisa. Sur les conseils du marabout Peul Ilo Yaladi, il choisit Kaon comme capitale. Il confia la délimitation du royaume à son conseiller et guérisseur Mandeng Saloum Soare et à son honneur, il rebaptisa le royaume Saloum. Mbégan prend le titre de Mad Saloum, autrement dit Bour Saloum, devenant ainsi le premier roi de la dynastie des Guelwaar à régner sur le Saloum. Je suis né, comme vous le savez, le 9 octobre 1906 à Joal, mais après mon baptême, ma mère m'a ramené à Djilor, au bord d'un des bras du fleuve Saloum. Ce bras s'appelle le Sine. C'est le nom qui désigne le royaume dont mon père est originaire. Dans les poèmes, j'ai chanté parfois le roi du Sine, Koumba Ndoffène Diouf, qui a été notre dernier roi.